Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants, vous présente Sud Radio 10h-11h, Ferniaud fait le marché. Bonjour à tous et bon dimanche, bienvenue à Ferniaud fait le marché. 2 pistes de danse, 2 ambiances. La semaine dernière, l'ambiance était aux étoiles, au Guide Rouge, à Strasbourg, aux interviews des grands chefs étoilés d'Europe, évidemment. Et aujourd'hui, on va changer d'ambiance, figurez-vous. Oui, parce que je me suis posé une question en plongeant dans les pages du guide. La grande cuisine est-elle dans les étoiles ? Eh bien, pour moi, la réponse est claire. Pas forcément, et même parfois forcément pas, parce que la cuisine que j'aime, elle n'a pas d'étoiles, figurez-vous. Cette cuisine des néo-bistrots, cette grande cuisine parfois bourgeoise, parfois classique, parfois régionale, moi je l'adore et j'ai invité des chefs pour en parler ce matin. Sud Radio, Ferniaud fait le marché. Les grands chefs sans étoiles. Eh bien j'en ai 2 à ma disposition ce matin. Frédéric Vardon. Bonjour Frédéric. Bonjour, chef Vincent. Frédéric Vardon, chef à la fois du 39.5. Alors ce sont 2 chefs parisiens, bien que régionaux à la base, mais toute la région monte à Paris, on sait bien. Donc Frédéric Vardon, avenue Georges V, qui tient depuis combien d'années le 39.5 ? Depuis maintenant 13 ans. 13 ans, donc c'est la base. Avec une petite coupure Covid, bien sûr. Ne l'oublions pas. Bien sûr, Frédéric. C'est le flagship, mais vous venez d'ouvrir ce que j'appelle moi un néo-bistrot, même si néo, pas forcément d'ailleurs, un vrai bistrot, un vrai bistrot parisien, le Café Max, qui se trouve rive gauche. Exactement, qui se trouve 7 avenue de la Motte-Piquet. Et j'ai eu l'extrême privilège de pouvoir continuer l'histoire de ce très vieux bistrot qui date de la Résistance française. Voilà, c'est beau ça. J'aime bien parce qu'on résiste. Les murs transpirent toutes ces âmes qui sont passées entre les murs du Café Max. En face de vous, Mathieu Garel. Bonjour Mathieu. Oui, bonjour, merci pour l'invitation. Je vous en prie Mathieu. Mathieu, chef breton monté à Paris, on l'a pas dit, mais Fred Vardon, c'est un Normand monté à Paris, donc ça commençait déjà dans la coulisse un peu salpaguer. Non mais ils s'entendent bien les gars de l'Ouest. Alors Mathieu Garel, vous, votre flagship c'est le Bélisère dans le 14e, 15e pardon. C'est vrai que c'est à la frontière des deux. J'ai évolué en 22 ans. Ouais. C'est vrai, vous êtes monté d'une place. Ouais. Ou je sais pas, ou l'inverse. Et vous venez de prendre les cuisines d'un nouveau restaurant dans le 17e arrondissement à côté du parc Monceau à Paris, le Magnum 150 centilitres, pour préciser la contenance. Oui, c'est ça. La contenance était très importante parce que voilà, il y avait des problèmes de nom par rapport à une certaine marque de glace. Donc il a fallu justement qu'on change. C'est vrai. Oui, ils étaient chatouilleux. Ah oui, et très très procéduriers, on va dire. Donc voilà, on va passer notre énergie à autre chose. Donc on a décidé de changer le nom et puis de rappeler à tout le monde que le Magnum fait 150 centilitres. Voilà, ça peut paraître un peu. Alors, mais voilà. Moi, je vais me permettre de dire que j'aime pas beaucoup le Magnum. Enfin, la glace. Ah oui, j'ai peur. Alors que c'est le contenant idéal, mais la glace, pour moi, je trouve ça gras et sans goût. Enfin, sucré et sans goût. Mais bon, voilà. Ça, chacun ses goûts après. Il y a aussi des gens qui mangent des bonbons Haribo. Ça, on n'y peut rien. Alors, mon cher Fred Vardon, je vous ai demandé de venir parce que vous avez un profil assez particulier. Vous êtes issu, on va dire, de cette école de la dynastie Ducasse. Vous avez été un chef qui a côtoyé, qui a même porté des étoiles, on va dire, toute sa jeunesse. Et aujourd'hui, qu'est-ce que c'est quand on a côtoyé les étoiles, quand on a eu des étoiles, quand on a été décoré de ces étoiles Michelin, qu'est-ce que c'est de choisir le bistrot en fait ? À quoi ça correspond ? D'abord, c'est pas forcément un choix entre les deux, c'est 2 choses différentes. Mais pour moi, le bistrot, c'est la gastronomie, en fin de compte, c'est la vraie gastronomie, c'est la gastronomie du partage, c'est la gastronomie de se retrouver autour de la table, c'est la gastronomie de respecter la qualité parfaite d'un très bon poulet de ferme et d'y mettre des pommes de terre autour et que voit tout le monde s'émerveille parce que la peau est croustillante, parce que la pomme de terre est moelleuse, que le jus est un peu gras. Et là, j'ai eu le plaisir de travailler avec un très grand chef, malheureusement disparu aujourd'hui, Alain Chapelle, qui m'avait dit: le jour où tu sauras faire un poulet avec des pommes de terre autour et que les gens viendront exprès pour le manger,
tu commenceras peut-être à savoir faire ton métier. Donc considérons que la gastronomie, pour moi, c'est la simplicité de l'amour du partage. Et Bernard Loiseau l'avait dit, hein, c'est plus facile de faire rêver les gens avec un homard et du caviar qu'avec une poule Alexandre Dumaine. Et oui, et c'est la vérité. Ouais, mais j'ai l'impression que l'attribution des étoiles a bien changé en la matière. Je reprends un peu les termes du Michelin qui dit on ne veut pas mettre 3 étoiles à des musées de la cuisine. On veut ce côté expérimental, créatif avant tout. Et bon, on va en parler ensemble, savoir si on se régale encore chez les étoilés ou si c'est une autre histoire qui se passe. Vous, Mathieu, je dirais que alors vous êtes très très habité de votre Bretagne, de votre Finistère, Oui. hein, qui sous-tend toute votre cuisine. Donc vos bistrots ou vos restaurants sont avant tout des restaurants de produits de votre région déjà. Bah déjà oui, enfin surtout au Bélisère où on a vraiment mis en avant le coquillage, le crustacé, la pêche du jour par des pêches de petits côtiers. Mais là, vous êtes venu parisien avec le McDo 150. Oui, je suis arrivé dans les quartiers chics, on va dire. Donc, j'ai passé la rivière, la Seine, pardon. Et donc, là, pour l'instant, on est plutôt sur une carte qui est plutôt tendance viande et plat de partage, comme tu disais à juste titre, parce que c'est important le partage à table. Il n'y a pas plus beau que voir une épaule d'agneau bien confite et où les gens se régalent avec la simplicité, parce que la simplicité, finalement, c'est ce qu'il y a souvent de plus compliqué. Des beaux produits, des belles cuissons, des beaux assaisonnements et là on a appris au travers de très belles pointures de la cuisine française et on a gardé toujours cette idée, cette vision et puis pour moi, le plus important à l'heure actuelle, c'est que un bon restaurant, qu'il ait des étoiles ou qu'il n'ait pas des étoiles, un bon restaurant, c'est un restaurant où il n'y a pas de place disponible, pas de place vide, comme disait un certain grand chef. Et il avait tout à fait raison aussi, c'est que tous les clients sont, par exemple, on parle des. Oui, mais ça peut pas suffire à définir un grand restaurant, sinon McDo serait un grand restaurant. Hein. Tout à fait. Alors, non, mais oui, je veux dire, il y a aussi l'adéquation entre le produit, bien sûr, la façon dont il est travaillé, le rapport qualité-prix. Très important. Après, je pense que nous, quand on s'installe, après avoir travaillé avec des belles pointures de la cuisine française pendant quelques des décennies, on essaie d'aller à l'essentiel, on essaye d'exercer ce qu'on nous a appris et de partager avec nos équipes ce qu'on veut transmettre pour le futur. Et la priorité, effectivement, c'est de faire quelque chose de joli, propre, clair, net, précis, avec un joli rapport qualité-prix, parce que les étoiliers, on faisait la comparaison avec le McDo. Ils en nourrissent du monde quand même. Et je suis pas sûr qu'il y ait les étoilés nourrissent toute la population que nous, les petits bistrotiers, on est capable de servir. Oui, mais Mathieu, on se connaît depuis un moment. Oui. Je vous ai souvent entendu dire, enfin pas si souvent d'ailleurs, mais enfin je vous ai entendu dire, le Michelin m'aime pas. Ah non, alors l'histoire du Michelin, si vous voulez qu'on dévoile les choses... Non, mais je vous le dis pourquoi. Parce que vous vous sentez ostracisé ou est-ce qu'il y a vraiment... Votre cuisine est pointée du doigt comme celle des bistrots Non, français? je pense que c'est vraiment une histoire d'homme, tout simplement. C'est une histoire d'homme. Voilà, depuis l'ouverture du Bélisère, j'avais un bib gourmand, ce qui était l'étoile des bistrots. C'est ce qu'on disait tous quand on s'installait. On voulait pas aller à l'étoile parce que l'étoile coûte cher. Faut ouvrir les yeux, ça coûte cher. Investir, et ça coûte de plus en plus cher. Donc, quand on s'installe à son nom avec ses petits sous à soi et pas avec des dizaines d'investisseurs avec plein d'argent à mettre dans les endroits, on essaie d'aller à l'essentiel. Et donc, l'essentiel pour nous, les petits bistrotiers, c'était d'avoir le bib gourmand. Et au bout de 10 ans, on m'a demandé de participer à un frais de fonctionnement sur ce qui avait été mis en place, le marketing à la Michelin, il y a une dizaine d'années à peu près, par le directeur Michelin. Il a commencé au marketing, ça faut le savoir, Monsieur Poulinec. Pourtant, c'est un breton, hein. Ça n'empêche pas. Ils vous aiment pas ? Ah non, c'est pas qu'ils m'aiment pas. J'ai refusé de participer à hauteur de 75 € par mois pour leur bon fonctionnement du site Michelin. Et donc la première année, bizarrement, c'était mi-octobre. L'année d'après, le Bélisère avait perdu son bib gourmand. Et puis un an, jour pour jour après, la même personne m'appelle en me demandant si j'avais bien réfléchi, tout simplement. Ah oui. Ouais. Mais là, j'ai bien réfléchi. Vous taillez sévère là. Non, parce que c'est la vérité. Et puis bon, il n'y a pas. Enfin voilà. Ah non, je le dis tout simplement. Fred Vardon, vous avez été étoilé. Moi, j'ai été étoilé de 2012, parce que j'ai ouvert en septembre 2010. De 2012 à 2019. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi vous avez... Est-ce que la qualité a baissé ? Est-ce que alors je vais pas dire que la qualité n'a pas baissé. Je vais pas dire qu'elle a baissé parce que
enfin, je rappelle quand même que nous ne sommes pas des machines. Je rappelle quand même qu'on travaille avec des êtres humains pour des êtres humains. Je rappelle quand même que l'erreur est là pour être magnifiée et pour en sortir. Donc oui, moi, je suis allé voir parce que je comprenais pas, mais comme 100% des gens qui perdent leur étoile, hein, je pense pas qu'il y en ait beaucoup qui comprennent. Et on m'a expliqué que tout simplement la qualité avait baissé, que j'étais plus tout à fait au niveau d'une étoile guide Michelin parce que un inspecteur était venu un jour et j'ai réussi à retracer. On avait vraiment beaucoup de monde et on avait un très gros groupe d'Américains. Et qu'il a trouvé que le pigeon était parfait, le suprême parfait, mais que la cuisse un peu trop grillée, peut-être oubliée sous la salamandre, c'est exactement ce qu'on m'a dit. J'ai dit ok, voilà, très bien, puis je suis parti. Et depuis ce jour-là, je me suis dit, c'est certainement pas pour moi. C'est tout compte fait, certainement pas pour moi. Et depuis ce jour-là, on continue à travailler. Le 39.5 travaille très très bien, c'est un succès. On continue à faire les mêmes produits, on continue à évoluer et à avancer dans notre cuisine. On n'a pas changé notre façon d'acheter le turbo, on n'a pas changé notre fournisseur de pigeons. Et on travaille très bien, on n'a pas changé nos prix non plus parce que je considère que d'acheter un bon pigeon ou un turbo... eh bien, c'est un prix et que ce prix doit pouvoir nous permettre de faire vivre les 27 personnes qui sont nos complices et qui travaillent avec nous parce qu'on a quand même beaucoup d'espace. Donc, je ne suis plus étoilé. What else? Ok, alors on va voir ensemble, on va un peu détailler d'ailleurs l'économie du bistrot par rapport à l'économie d'un restaurant étoilé, parce que les produits, ça reste des beaux produits en général, donc on se dit que peut-être les investissements et les sous passent ailleurs. C'est ce qu'on va essayer de comprendre avec vous tout de suite après la pause. Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants, vous présente Sud Radio, 10h-11h, Ferniaud fait le marché. Allez, retour en studio avec les grands chefs sans étoiles qui font de la grande cuisine non étoilée. Mais moi, c'est de la cuisine que j'aime bien. C'est de la cuisine sincère, c'est de la cuisine de beaux produits où on va pas chercher le magnifique comme certains chefs. Regardez, je ne veux pas citer un de mes collègues, bon, il se reconnaîtra, mais il décrit un menu d'un nouveau chef étoilé, sans doute passé par la télé, enfin, je crois pouvoir le dire. Très honnêtement, je ne connais pas la moitié des produits qui rentrent sur cette carte. Et pourtant, je pense avoir depuis quelques temps tourné, enfin, j'exagère un tout petit peu, mais écoutez ça, par exemple, ce crémeux de crevettes de la mer du Nord, là, jusque-là, ça va bien, hein, mais il aurait peut-être pu prendre des crevettes en Bretagne hein, ou en Normandie, par exemple. Citron Meyer, argousier et lèche de tigre. C'est magnifique. Ouais, non, moi j'aime beaucoup, mais je ne sais pas ce que c'est. On y trouve, par exemple, alors, un mélange intéressant, des anguilles laquées au vert, échalotes, caviar, Saint-Jacques, chou-fleur et café. Très bien, moi le café, généralement, j'aime bien le prendre à la fin. Étrille en feuilles de bleu, ça va. Agneau de lait, panesata. Enfin, j'ai l'impression, alors, moi je ne veux pas du tout critiquer cette cuisine, celle-ci, en tout cas, mais j'ai l'impression que c'est la surenchère des produits venus des quatre coins du monde où il faut, faire une cuisine qu'on ne trouvera pas chez le voisin. Au lieu de faire bon, on veut faire différent. Vous n'avez pas cette impression, Frédéric Vardon ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une diversité de cuisine qu'il n'y avait pas il y a 25 ans, 30 ans, il faut le reconnaître. C'est l'assimilation des cuisines du monde. C'est à peu près ça. C'est-à-dire, on se dit aujourd'hui pour être, comment vous avez dit, cher Vincent, expérimental. C'est à peu près ça. Expérientiel. Bon, maintenant, pour être nouveau, il va falloir empiler le caviar avec du Curry Life, éventuellement lui mettre un peu de zébu. On sait jamais. Il faudrait qu'il y ait un fruit quand même. Hein. Et puis s'il y avait une petite fraise ou un bon kiwi, voilà. Donc avec un petit râpé de main de Bouddha par-dessus. On n'est pas revenu à la nouvelle cuisine des années 70. Celle-là était bonne hein, quand même. Donc voilà. Donc non, mais on empile des choses en disant on va être nouveau, on va créer, on va inventer. Bon, déjà, si on lit un peu, parce que personne n'invente rien. Hein. On ne fait que d'assembler, on n'invente rien. Hein, soyons clairs et dans le texte. Et donc, je crois que cette course, elle est nocive. Et surtout, ce qui m'inquiète ou pas d'ailleurs, c'est que je voudrais juste savoir est-ce que le client comprend quelque chose. Parce que c'est quand même un but, parce que est-ce qu'on comprend quelque chose? Alors moi j'ai l'impression que c'est même pas de comprendre qui est le problème. En fait, je vais vous dire, pour être très clair, et c'est pour ça que je vous ai fait venir tous les deux, moi j'aime votre cuisine. Moi je ne demande qu'une chose au restaurant, me régaler.
Voilà, juste y aller et me régaler, c'est-à-dire prendre du plaisir gustatif à ce que j'ai. Faire une expérience, c'est à peu près quand j'entends dire que le Michelin veut des restaurants innovants, créatifs et se fiche de la cuisine un peu traditionnelle, un peu régionale, en quelque sorte, bourgeoise, et c'est un gros mot presque dans la bouche de certains. C'est comme si on me demandait d'abandonner un opéra de Mozart pour aller voir à l'IRCAM les derniers sons sortis des synthétiseurs haute résolution. Enfin bon, je veux dire, à un moment, ok, on peut faire des expériences. Mais Molière, ça reste Molière, on n'est pas forcément dans du théâtre expérimental. Et je crois que, malheureusement, on n'a plus de système de notation de cette cuisine, de cette belle grande cuisine française. Parce que le système de notation ou de récompense, enfin on peut l'appeler comme on veut, il faut aussi respecter que, puisqu'on parle du guide Michelin, il a été un faire-valoir, il a permis à la cuisine de s'élever, de sortir de ce qu'elle était, de ses vieux fourneaux, tout ça. Et ça reste le rêve, hein, pour les chefs qui travaillent, d'avoir des étoiles. Et ça reste un rêve. Pour la plupart, en tout cas. Et ça reste un rêve. Mais aujourd'hui, la multiplicité des offres et de la façon de faire de la cuisine fait que on ne peut pas rester sur un ancien mode de fonctionnement, et aujourd'hui on vit dans un monde de transparence. On veut tous savoir qui fait quoi, on est tous sur les réseaux sociaux, on veut tout ça. Et aujourd'hui, c'est quoi la transparence ? Moi j'aimerais savoir, peut-être en tant que client, si je suis allé manger chez Guy Savoy, que j'ai adoré, mais pourquoi il a perdu son étoile ? Mais pourquoi Guy Savoy ne pourrait pas produire le rapport du Michelin ? Je voudrais comprendre pourquoi. Ouais, c'est ça, il y a trop de peut-être que nébuleuses, je comprendrais. Et peut-être que je comprendrais en tant que consommateur. Bon, alors on va être transparent, on va parler de votre cuisine. Qu'est-ce que c'est si je suis client et que j'arrive au Magnum 150 centilitres, Mathieu Garrel, c'est quoi les plats que je vais trouver ? Oh, il y a plein de jolies choses, comme je vous disais en début d'émission. Enfin, après, on cuisine surtout, je cuisine surtout des produits faciils de compréhension. Donnez-moi des exemples. Alors, par exemple, faites-moi saliver en ce dimanche matin pour que je prépare mon déjeuner. Il y a une jolie raviole qu'on appelle Finistère. Donc ça, c'est juste une royale. Donc royale, c'est un mélange tout simple. Hein. On fait pas de cuisine expérimentale. Foie gras et quelque chose ? Non. Là, on est sur une raviole à base d'algues de l'esconil par la société Algolesco. On en fait une petite royale. Ensuite, on y dispose 2 belles langoustines de l'Octudie. On fait une jolie pâte à raviole. On la met en vapeur, et avant on a préparé une sauce avec des têtes. Langoustines, c'est merveilleux. La tête de langoustine. Après, c'est vrai que c'est simple, clair, et puis c'est facile de compréhension. Surtout, c'est que le client sait qu'il a une bonne sauce, une assise en tangue royale qui est une garniture. Et il a le produit juste à cuisson parfaite des langoustines. Et puis voilà. Et puis le client comprend ce qu'il a mangé, quoi. Enfin, qu'est-ce que répond le Normand au Breton ? Qu'est-ce qui vous reste de votre Normandie ? Alors le Normand, il répond au Breton qu'il adore la Bretagne déjà. Moi j'adore la Normandie. Déjà. Et qu'est-ce qui monte de sa Normandie à Paris comme plat ? Ce qui monte de sa Normandie, alors le Café Mac, c'est une vieille institution. Les tables sont à touche-touche. Il y a que 28 places assises. Ça fait du bruit. C'est un vrai bistrot, quoi. Ah, c'est un vrai bistrot, ça c'est sûr. Et donc on y mange, voilà, moi je vais vous dire ce qu'il y avait aujourd'hui. Aujourd'hui, il y avait des belles côtes d'agneau fermières avec des pommes de terre boulangères. C'est quoi les pommes de terre boulangères pour ceux qui connaissent pas ? Alors la bonne pomme de terre boulangère, c'est un oignon qui est bien tombé, Moi j'y mets un tout petit trait de vin blanc, je range mes pommes de terre, obligé, hein. un peu de thym, un bon bouillon de poule et au four et à tout à l'heure. Voilà. C'est à peu près ça. Et qu'est-ce que c'est, voire même à demain, quoi. Voire même parfois à demain parce que éteins ton four et tu reviens le lendemain. Parce que quand il y en a plus, on les met dans le four encore chaud, on éteint le four, salut, à demain, voilà, c'est à peu près ça. On avait de la langue de bœuf sauce piquante. Ah oui, ça existe encore. Ah bah nous on en fait, voilà. Rognon de veau à la normande. C'est quoi ça ? Alors c'est des petits rognons, des rognons de veau qu'on sépare en 2 ou en 3 selon la grosseur. On fait rôtir ça au beurre. On déglace avec un peu de calva. Des champignons, une bonne crème. Ah bah j'attendais la crème quand même. Ça monte un peu, puis on met ça dans une petite cocotte et bon appétit bien sûr, comme dirait un ancien de nos grands maîtres. Mais moi, je me tourne vers Mathieu parce que je sens qu'il a envie de répondre à toute cette Normandie par la Bretagne. Je pars. Je m'en vais, je suis vexé. Non mais la cuisine doit être déjà instinctive, et puis c'est le produit qu'on achète, qu'on transforme le jour même pour essayer de régaler nos clients. Qu'est-ce que vous
vous mijotez, vous, par exemple, s'il y a des trucs en cocotte ou des trucs comme ça? Là, en ce moment, alors on fait une joue de bœuf. J'adore ça. C'est bon. Une jolie joue de bœuf façon grand veneur, tout simplement. Ouais, c'est-à-dire un peu acidulé, du coup. Un peu acidulé et sucré à la fin, avec la finition gelée de groseille avant l'envoi, avec des petites carottes un peu de toutes les couleurs. Et puis, le client se régale. Après, ça reste simple, puis efficace. C'est ça qu'il faut voir. Alors, le client, il se fait plaisir à manger lui-même dans sa cocotte. Enfin, il y a pas de code, quoi. C'est le client. Messieurs, je vais vous poser une question parce que j'ai l'impression parfois de faire partie d'une espèce en voie de disparition. Nous aussi. Vous aussi, nous aussi quand même. Je pense quand même. On n'en est pas loin. Non, j'allais vous poser la question. Ouais. Est-ce qu'il y a des trentenaires, des gens entre 20 et 30 Je qui viennent chez réponds. vous? Je réponds. Moi, je répondrai aussi. Je réponds parce que y en a plein qui viennent au Café Max, évidemment, et je vais prendre... Des jeunes, ce qu'on appelle des jeunes. Exactement, on en voit je vais encore. prendre mon autre adresse qui est le 39.5. Okay. Eh bien, on a des jeunes trentenaires, 35 ans qui viennent, qui se font plaisir, et je vais vous dire quelque chose. Il n'y a pas que ça, mais les deux plats phares que l'on a, que ces jeunes trentenaires prennent, c'est le pâté en croûte et en dessert l'omelette norvégienne. Alors, l'expérimentation, l'expérimental, la recherche de tout ça, je vais juste vous dire, quand c'est bon et que ça a trait aux souvenirs, les gens sont heureux. Ok. Alors là, je crois que le chef a tout dit. Oui, Ouais. d'ailleurs, Et c'est énorme. à bon entendeur, salut du côté du Guide Rouge. Rappelez-vous que le musée, c'est un musée vivant. Exactement. Voilà. Et que nos enfants aimeraient bien pouvoir retrouver avec bonne conscience cette cuisine qui fait notre colonne vertébrale. Parce qu'effectivement, on peut partir en digression, en voyage même, pourquoi pas. Mais quand même, quand on a la chance d'avoir la structure de la cuisine française depuis des siècles, monsieur, je sais, là, ça fait un peu vieux con, mais c'est pas grave. J'assume complètement parce que moi, je me régale chez vous. Merci beaucoup. Merci, bon à tous les dimanche. deux. Bon dimanche, bon marché. Jour du poulet. Allez, Jour du poulet. Le poulet, pommes de terre ce soir à table. Poulet, pommes de terre, pissenlit en ce moment. Pissenlit, n'oubliez pas le pissenlit. Et bon marché. On se retrouve tout de suite après la pause pour parler dessert, puisqu'on sera avec des pâtissiers. À tout de suite. Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants, vous présente Sud Radio 10h-11h, Ferniaud fait le marché. Allez, retour en studio pour parler d'un autre sujet. On parle de pâtissier, on parle de transmission, on parle de concours, on parle du MAF. Ah, qu'est-ce que c'est que le MAF? Vous connaissez le MOF, meilleur ouvrier de France. Eh bien, on va demander tout de suite à un MOF ce qu'est le MAF. Sud Radio, Ferniaud fait le marché. Je suis en ligne avec Laurent Le Daniel, le président de la Confédération de la pâtisserie artisanale, des artisans pâtissiers. Bonjour Laurent Le Daniel. Bonjour Vincent. Pour ceux qui nous écoutent et qui ne sont pas très rompus à cet exercice, la différence entre un MOF, que vous êtes d'ailleurs, et un MAF. Ah bien, le MAF, c'est un petit peu celui qui démarre le métier dans l'excellence en fait. Donc il est un peu issu des premiers examens qu'il a subis sur son jeune parcours. Ouais. Et on prend un petit peu les meilleurs de ces examens qu'on réunit d'abord au niveau départemental, puis au niveau régional, puis au niveau national pour faire notre grande finale nationale qui a eu lieu ce lundi de cette semaine, enfin la semaine dernière du coup, à Arras. Voilà. Alors le MAF, je ne l'ai pas dit, c'est meilleur apprenti de France, par rapport au meilleur ouvrier qui est donc confirmé en quelque sorte. Est-ce que le meilleur apprenti de France, est-ce que le MAF, c'est un concours qui est un marchepied vers le MOF ou pas vraiment, Laurent Le Daniel? Pas nécessairement, mais parce qu'il y a encore beaucoup de chemin à parcourir entre le MAF et le MOF. Donc il peut arriver quelquefois que les apprentis... Notamment les brevets de maîtrise, souvent. Notamment toute la filière de formation qui est quand même considérablement renforcée aujourd'hui, qui est quand même dont j'aurais rêvé de jouir à mon époque. Mais bon, non, il y a quand même un marchepied très important entre le MAF et le MOF. Ce sont quand même des jeunes qui sont juste issus de l'apprentissage. Donc, avant d'être confirmé maire ouvrier de France, il faut quand même quelques années d'expérience, bien entendu. Alors, vous deviez être particulièrement heureux parce que le MAF qui a remporté la médaille d'or, donc la première place à ce concours du meilleur apprenti de France, c'est un Breton comme vous, qui travaille en Ille-et-Vilaine comme vous, et même s'il est natif de l'autre côté de la frontière, du côté Côte d'Armor, c'est Théo Levavasseur qui est avec nous en ligne. Bonjour Théo.
Bonjour. Merci d'être avec nous. Théo, 20 ans, hein, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Donc, pâtissier par passion. Et vous êtes notamment en poste chez Gaël Redouté, qui est à Saint-Malo, où d'ailleurs, Laurent Le Daniel a également une officine, hein, je crois, hein, Laurent. Ah non, j'ai pas de boutique à Saint-Malo. Ah non, pas dans le coin. Mais enfin, pas loin, quoi. Voilà. Mais en tout cas, c'est l'île-et-Vilaine. Voilà. Alors, Théo, racontez-nous d'abord, qu'est-ce qui vous a donné l'envie de présenter ce concours du meilleur apprenti de France? Ce concours du meilleur apprenti de France, j'ai eu envie de le faire déjà depuis presque un an, quand je suis rentré en entreprise chez Gaël Redouté. Ouais. J'ai déjà fait quelques concours avant et j'avais envie d'en refaire. Et puis du coup, c'est une vocation, la pâtisserie, pour vous? Vous avez toujours su que vous vouliez faire ça? Non, franchement, non. C'est arrivé un peu tard, lors d'un stage en 3e, en fait. Le fameux stage de 3e, stage de découverte. Vous l'avez fait où, votre stage? Je l'avais fait chez Gaël Redouté, dans son entreprise à Dinan. Et là, vous avez craqué, quoi. Vous êtes tombé amoureux de la pâtisserie. Ouais, en quelque sorte, oui. Bon, ça c'est génial. Et alors, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a un entraînement? Parce qu'on sait que pour le concours de meilleur ouvrier de France, hein, Laurent Le Daniel le rappelait, c'est un stade évidemment bien supérieur. Il y a beaucoup d'entraînement, beaucoup de travail en amont. Comment ça se passe pour vous qui étiez, je dirais, à la tâche pendant un an à préparer ce concours? Oui, il y a un entraînement, bien sûr. On s'entoure de toute l'équipe avec nous et puis on essaye de trouver les meilleures choses. On reste s'entraîner sur les différentes préparations à faire tous les après-midi. Vous allez nous raconter ça, hein, ce qu'il y avait dans le concours, les pièces. J'ai vu notamment un Paris-Brest qui était bien joli sur votre table. Alors, moi j'ai coutume de dire qu'il y a quand même quelque chose du domaine des bras tendus, si on le considère géographiquement, dans la pâtisserie. La pâtisserie, il y a deux régions qui semblent surnager depuis longtemps. C'est à la fois la Bretagne, parce que c'est un pays de beurre, et que le beurre dans la pâtisserie, ça fait énormément. C'est pas Laurent Le Daniel qui va me contredire. Évidemment. Et à l'opposé, l'Alsace et la Lorraine, ce Grand Est, parce que probablement... l'histoire le dit, le roi de Pologne, qui était duc de Lorraine, Stanislas Lesinski, avait un pâtissier formidable, et il a apporté d'Europe centrale toute cette tradition pâtissière qui s'est bien fixée en Alsace et en Lorraine. Du coup, Laurent Vout, qui est le président de la Confédération, on voit vraiment deux pôles très forts, on va dire Bretagne, un peu Normandie aussi, et de l'autre côté, le Grand Est. Oui, alors c'est évident que vous avez raison. Hein, pour moi, l'Alsace, c'est un peu le berceau de la pâtisserie française. Et d'ailleurs, on trouve plein d'éminents pâtissiers que vous connaissez tous. Je pense à Christophe Felder, Pierre Hermé, Frédéric Beau, etc., qui sont quand même des natifs de cette belle région. Et je dirais que la Bretagne s'est un petit peu révélée plus récemment, en tout cas dans la finesse, je dirais. Parce que la pâtisserie bretonne, bien sûr, elle est existante, elle est traditionnelle, elle est même familiale. Et vous avez raison, le beurre est un peu le catalyseur de toute cette gourmandise. Mais je dirais que depuis quelques années, là, en Bretagne, la pâtisserie s'est affinée, elle est devenue plus fine, quoi. Elle est devenue plus luxueuse peut-être aussi. Mais ça n'empêche qu'on garde aussi nos traditions auxquelles on est très attachés. Et d'ailleurs aujourd'hui, cette semaine, il y a aussi le concours du meilleur kouign-amann qui se passe se passe dans les Côtes d'Armor. Alors là, c'est vraiment... On essaie de tirer les choses vers le haut, même avec des recettes traditionnelles. C'est important de tirer les choses vers le haut pour amener les artisans à donner le meilleur d'eux-mêmes. Bien sûr. D'ailleurs, vous savez quoi, j'ai voulu sauter la France d'ouest en est, puisque la 3e place de ce podium, elle a été remportée par une jeune femme, Coralie, je sais pas où je suis. Coralie Bosch, qui est avec nous au téléphone. Bonjour Coralie.
Bonjour. Merci d'avoir... Ouais, excusez-moi, j'ai écorché votre prénom. Hein, je sais pas ce qui est... C'est l'émotion, certainement. Vous êtes alors jeune pâtissière. Vous travaillez chez Thierry Riss à Riedisheim. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Riedisheim, c'est on va dire, c'est la couronne de Mulhouse. Hein, donc, c'est vraiment le sud de l'Alsace, presque à la frontière suisse. Vous avez une vocation précoce, contrairement à votre camarade Théo Levavasseur? Oui, moi, c'est depuis toute petite que je veux faire ce métier. Voilà. Ça veut dire que vous n'avez jamais changé d'avis? Si, parce que au début, je voulais faire prof de sport à l'armée. Ça n'a pas grand-chose à voir. Sauf pour faire le tourage du feuilletage qui est physique quand même, si on le fait à la main. C'est ça. Mais je pâtissais beaucoup avec ma grand-mère et ma grand-mère, elle m'a toujours dit que je serais un jour pâtissière. Ah ouais, et, elle l'avait senti. Du coup, ouais, je pense qu'elle l'avait senti, ouais. Alors, comme le disait en plus Laurent Le Daniel, c'est un terroir formidable pour la pâtisserie, hein, cette Alsace du Haut-Rhin. Oui. Non, mais ça fait partie de la vie des Alsaciens, un peu comme les Bretons, de manger des gâteaux, d'aller à la pâtisserie, de s'intéresser aux choses sucrées peut-être plus qu'ailleurs. Un peu, oui. Bon. Après, chez nous, c'est plus les kougloups et tout ça, mais... Ah oui, un peu la viennoiserie, la briocherie, etc. Ouais, voilà. Vous travaillez donc chez un pâtissier de Mulhouse, hein, enfin de Riedisheim. Vous êtes native de Mulhouse, donc vous êtes vraiment dans votre terroir. Hein. Oui, c'est ça. Bien. Théo Levavasseur, je voudrais qu'on revienne sur, en quelques mots sur les gâteaux que vous avez présentés lors du concours du MAF. Oui, alors nous avions à présenter 2 Paris-Brest. Ouais. 2 Baba agrumes chocolat. Oui, c'est très précis, oui. Ouais. Des macarons framboises. Des bonbons moulés pralinés café. Quand on dit des bonbons de chocolat ou des... Oui, des bonbons de chocolat, oui. Oui, d'accord, ok. Et ça... Et puis des tartes tatin individuelles. Ah bah voilà. En combien de temps? C'est toute la journée? C'était une épreuve de 8 heures. 8 heures, c'est ça, à Arras. J'imagine, Laurent Le Daniel, que l'idée, c'est de montrer toutes les composantes du métier de pâtissier en très peu de gâteaux, quoi. De montrer des techniques très différentes. C'est ça, d'être un peu... montrer qu'on est complet dans la pâtisserie et reprendre un peu les bases, justement, qui sont enseignées au niveau du CAP. Et toutes les techniques, parce qu'on s'attache beaucoup à ne pas oublier le geste technique. Il y a beaucoup de technicité en pâtisserie et nos apprentis ont su justement montrer qu'ils étaient des bons techniciens, mais qu'ils savaient aussi faire des bons gâteaux. Il y a une note de dégustation qui est très importante. Et ce que n'a pas dit Théo, c'est qu'il a remporté à la fois la première place, mais à la fois aussi le premier prix de dégustation, ce qui enfonce le clou sur son succès ce lundi. Oui, parce que je suppose que ça doit être assez émouvant pour vous, hein, qui êtes, comme je le disais, pâtissier confirmé, président de la Confédération, meilleur ouvrier de France. Vous êtes quelqu'un du métier et depuis un bout de temps, de voir ces jeunes qui sont si nouveaux dans la profession. Souvent, c'est quoi, 2 ans de formation avant d'arriver au concours? Ouais, ils ont en moyenne 3-4 ans de... Ouais. Ils sont quelquefois dans le début de leur 4e année ou en fin de 3e année. C'est ça. Et pourtant, ça doit être assez bluffant pour le professionnel que vous êtes de voir ce qu'ils sont capables de sortir. Bien sûr, il faut être très honnête. On se l'est dit d'ailleurs lundi avec plusieurs membres du jury qu'à leur âge, à notre époque, on ne savait pas faire ce qu'ils savent faire aujourd'hui. C'est phénoménal. Et puis je trouve que la jeunesse, elle est pleine d'enthousiasme. Ils m'ont bluffé parce que ils étaient à la fois comme des adversaires, quelque part, les meilleurs apprentis. Eh bien, si vous aviez vu la cohésion qu'il y avait dans ce groupe, je pense que ce sont des amis pour la vie. Et ça, c'est une belle leçon qu'ils m'ont donnée, en tout cas ce lundi. C'est aussi peut-être cet esprit d'équipe que l'on retrouve dans certaines émissions de télé autour de la cuisine et de la pâtisserie où on est adversaire mais on n'est pas ennemi, quoi. Exactement, c'est formidable. Je salue cette spécificité qu'ils ont su nous mettre en lumière. Bon. Coralie, vous, dans les pièces que vous avez présentées, est-ce que vous avez eu des difficultés particulières sur une ou l'autre de ces pièces, hein, ou l'autre de ces desserts? Est-ce qu'il y a des choses qui vous paraissaient faciles et d'autres qui étaient vraiment très compliquées pour vous?
Oui, du coup, il y a la boîte en chocolat qui était demandée avec un effet marqueterie et un nœud en ruban. Ouais. Je trouvais que c'était quand même une technique assez compliquée. Oui, donc, parce que ça s'apparente plus à de la chocolaterie qu'à de la pâtisserie pour vous? Oui, c'est ça. Étant donné qu'on sort de CAP pâtisserie, on n'a pas fait forcément beaucoup de chocolat pendant les 2 ans. Ouais. Et là, on nous demande de faire une bonbonnière assez compliquée quand même. Ouais. Mais après, avec beaucoup d'entraînement, je suis arrivée à la faire, quoi. Est-ce que ce concours, du coup, vous pensez qu'il vous a fait progresser? Rien que le concours, est-ce que ça vous a fait passer plus loin, quoi, je dirais, sur une autre dimension? Est-ce que vous avez appris des tas de trucs? Oui, forcément, parce que on a fait beaucoup d'entraînement. J'ai eu beaucoup de conseils de plusieurs personnes. Ouais. Et du coaching, forcément, ça m'acquérit des connaissances et tout ça. Théo, de votre côté, vous êtes revenu tout auréolé chez votre patron à Saint-Malo. Ça change votre position dans la pâtisserie? Ma position, non. Ma position ne change pas. Non. Même dans le métier, vous n'avez pas une certaine, vous brillez pas d'un autre feu grâce à ce titre de cette médaille d'or au MAF? Après, il est vrai qu'on apprend énormément avec ce concours, mais sinon on reste. Ok. Humble quand même, hein, oui, voilà. Comme des pâtissiers, quoi. Ça doit vous faire plaisir, Laurent Le Daniel. Merci d'avoir été avec nous. Je suppose que c'est important, hein, parce que c'est quand même une vitrine pour une profession qui recrute énormément, Laurent. Hein. Ah oui, c'est une formidable vitrine. Ce concours, on y est très attaché. Il fait partie de l'ADN de notre profession. Donc, on y tient beaucoup. Il faut féliciter aussi Cyrian qui s'est glissé entre les deux, hein, qui était médaille d'argent. Voilà. Oui, et tous les autres hein, qui ont passé ce concours et qui étaient en finale. Hein, parce que finaliste, c'est déjà quelque chose hein, d'y être. C'est énorme. Et il n'y avait que des beaux buffets, de toute façon. Donc, il a fallu les départager. Mais en tout cas, bravo à Théo et bravo aux autres aussi, évidemment. Allez, je vous laisse parce que le dimanche, c'est le jour des gâteaux. Il faut aller en faire hein, pour ceux qui passeront dans vos officines au cours de cette journée. Ouais. Merci et bonne journée. Et encore bravo à ces jeunes MAF, la pâtisserie de demain. Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants, vous présente... Sud Radio, 10h-11h, Ferniaud fait le marché. Allez, retour en studio et je voulais vous parler d'une aventure assez exceptionnelle, très émouvante en fait. Cette jeune femme, Nadège Pupkevitch, que j'ai rencontrée à Lyon lors du Bocuse d'Or, pendant le CIRA, qui m'a raconté son histoire. Elle m'a touché, elle en a fait une belle aventure et un bel entrepreneuriat et on va l'écouter ensemble. Sud Radio, Ferniaud fait le marché. Bonjour Nadège. Bonjour Vincent. J'avais besoin de raconter effectivement que vous êtes venu me trouver dans les allées du CIRA pour me raconter votre histoire qui était particulièrement intéressante puisque votre activité aujourd'hui, alors je ne sais pas comment on peut dire, mais ce sont des voyages immersifs, expérientiels que l'on fait chez vous, hein, dans Enjoy Trip, que je pourrais traduire en français par jouissez du voyage. C'est ça, profiter du voyage dans tous les sens du terme. Ouais. Alors, est-ce que je peux raconter ce que vous m'avez raconté, comment cette vocation vous est venue en quelque sorte? Il y a une dizaine d'années, vous avez perdu votre maman. Oui. Et votre mère, on lui a annoncé, comme à beaucoup trop, une sorte d'échéance terrible, puisqu'elle était frappée d'un cancer et le pronostic était extrêmement court en termes d'échéance. Hein. Oui. C'est-à-dire que et là, vous vous êtes dit, il faut que je l'accompagne. Vous l'avez accompagnée. Et quelle a été la meilleure idée que vous ayez eue pour l'accompagner? Tout à fait, c'est ça s'est fait inconsciemment. Les médecins nous disent 4 à 6 mois à vivre. Et puis, inconsciemment, je me suis dit, on va vivre cette fin de vie avec poésie et autour de moments savoureux. Et d'en faire une fête, en quelque sorte, hein, plutôt exactement. Que de se recroqueviller autour de cette idée de la mort prochaine. Ma maman avait mon caractère, mais x10, donc ça a aidé aussi. Ouais. Et on s'est amusés, en fait, ensemble, à aller visiter des maraîchers, à aller dans des champs fleuris, à aller manger une part de flanc quand l'oncologue nous disait, en fait, la tumeur a réduit un petit peu. Et voilà, on s'est amusés comme ça toutes les deux, et aussi avec la famille. Et son combat, finalement, a duré 4 ans et demi. Oui, c'est extraordinaire.
c'est extraordinaire. C'est un peu l'idée d'en profiter, quoi. C'est-à-dire, au lieu de dire c'est fini, puisque c'est fini, on s'arrête. Non, au contraire. Puisque c'est fini, ça commence. Ben c'est ça, en fait. Bon, moi, j'ai 37 ans et j'ai cette chance de savoir ce que c'est la valeur de la vie. Oui. Et grâce à à tout ça, finalement, à cette maladie. Et pendant tous ces moments-là, on a profité de l'ici et maintenant, mais pour de vrai, parce que c'est tellement dur de le faire au quotidien. Et dans ces moments-là, on a réussi à le faire. Et puis, c'est comme ça que m'est venu après, plus tard, parce que j'ai mis longtemps à avoir de déclic. À digérer ça, évidemment, j'imagine. Hein, c'est ça. Bien tout sûr. À fait, c'est tout à fait ça. Et vous diriez que à cette époque, lorsque vous avez passé ce temps avec elle, d'abord, vous lui consacriez la majeure partie de votre temps, du coup. Oui, moi, en fait, je suis dans l'hôtellerie-restauration depuis toujours. Je suis tombée dans la marmite. J'avais 8 ans. Je suis une vraie passionnée de ce métier. J'ai fait des études dans l'hôtellerie-restauration également. Et moi, à l'époque, je travaillais à peu près 80 heures par semaine. Et quand les médecins... j'ai de l'énergie à revendre. Oui. Surtout quand c'est pour une cause telle, enfin une bonne cause, même la meilleure des causes. Oui. Et quand les médecins nous ont annoncé cette maladie et tout ça... en fait, après, quand j'ai vu que on était à plus de 6 mois et que on avait de l'espoir, j'ai réduit mon travail, on va dire, et j'ai pris beaucoup de temps avec ma maman et ça, je regretterai jamais. Et c'est vrai que c'était fabuleux. C'était des moments de vie fabuleux. Bon, des moments de vie fabuleux, et je suppose que c'est une merveilleuse façon d'accompagner. Pour autant, vous vous êtes dit, je peux pas en rester là. En quelque sorte, c'est presque à la fois un devoir de mémoire, de dire j'ai envie de prolonger ce que j'ai vécu avec ma mère, mais surtout d'en faire profiter les autres, parce que, je le rappelle, à partir d'un pronostic de 6 mois, elle a vécu presque 5 ans de plus, donc il y avait un certain bienfait que vous avez pu juger jour après jour. Oui, c'est tout à fait ça. Et que finalement, dans des petits bonheurs simples d'aller planter dans la terre, d'aller cueillir des fleurs, de manger des fleurs, de vivre dans tout ça, en fait, c'est des plaisirs extraordinaires et qui nous donnent de l'espoir vital finalement, et qu'on sent qu'il y a quelque chose qui vibre en nous. Une force de vie, quoi. C'est ça. Force de vie, qui perd toujours à la fin pour nous tous, mais évidemment tout est une question de temps, et c'est un peu une loterie, on le sait. Malheureusement pour votre maman, ça a été trop court, mais aujourd'hui vous en avez fait une activité. C'est ça qui m'intéressait, c'est que vous en faites profiter le public, on va dire, en créant cette agence. On va dire c'est un peu comme une agence de voyage extraordinaire. Oui, c'est ça. C'est tout à fait ça. En fait, moi, en 2019, je sentais que je vibrais plus du tout. J'avais quelque chose qui me manquait, mais je savais pas quoi. Je sentais ce vide. Et en 2020, quand il y a eu ce confinement, j'ai mis pause. J'ai eu, mais c'est vraiment le cas, comme un déclic, une lumière. Et j'ai pris un carnet et j'ai écrit. Alors pendant 1 an et demi, j'ai écrit tout ce qui me faisait vibrer, tout ce qui me faisait vivre pour de vrai. Tout ce qui vous donnait envie aussi. C'est ça, c'est ça. Et puis nous dans la famille, on adore l'humain, on adore rendre les gens heureux pour de vrai avec un grand H. Et j'ai mis tout ça par écrit et ça a donné cette agence. En fait, je crée des séjours gastronomiques immersifs dans les coulisses où je vais emmener les voyageurs, entre 6 à 8 voyageurs, en immersion. On va remonter les filières parce qu'effectivement, quand on est dans un restaurant, c'est extraordinaire. Donc vous allez de la fourchette à la fourche. Vous faites en sens inverse, quoi. C'est ça, en fait, oui, parce que moi je trouve que c'est important de redonner du sens à ces dégustations et de comprendre toute la démarche qu'il y a autour d'un plat. Bien sûr. Parce qu'en fait, les créations de plats sont extraordinaires. Et moi, ça m'a toujours fascinée. Et donc voilà, je crée des séjours de 3 jours de nuit où on va aller remonter tout ça avec l'équipe, les chefs et puis les artisans producteurs qu'on met en avant et qu'on va montrer le vrai. On va dire que dans mes séjours, si on doit aller voir un agriculteur, mais qui me dit Nadège, faut que tu viennes avec tes équipes à 7h du matin. C'est vie ma vie, quoi. C'est vie ma vie de paysan, quoi. Là, c'est pas pour la galerie, quoi. On y est vraiment. C'est ça. Oui. En fait, on s'adapte aussi. Là, je pense à Jean Sulpice, on va aller pêcher sur le lac. Le pêcheur, il y va le matin à 7h, quoi. Donc, on va aller le rejoindre à 7h sur le lac d'Annecy, quoi. Oui. Et puis, je le connais, son pêcheur, en plus, pour aller chercher. Oui, formidable. Pour aller pêcher un peu, je sais pas, la ferra ou. C'est ça. Oui, bien sûr. Et des crevisses, bien sûr. Donc là, c'est. Et alors, quel est, en 1 minute, parce que le temps file et que vous êtes fervente, quel est
voilà l'accueil que vous recevez de la part des chefs quand vous les appelez pour la première fois pour leur raconter comment vous voulez vivre différemment l'expérience chez eux? Eh ben, j'ai beaucoup de chance parce que moi j'ai ouvert l'année dernière, donc je suis toute jeune, j'ai un an de vie d'agence, et ce qu'ils apprécient beaucoup, c'est ce côté unique, privilégié, et quelque chose qui n'existe pas. C'est-à-dire que c'est pas des choses qu'on propose, et c'est ce côté privilégié. Comme disent les Américains, something money can't buy, quelque chose que l'argent ne peut pas acheter, même s'il faut bien sûr payer son séjour, mais c'est un supplément d'âme que vous proposez. Et surtout qu'on est vraiment dans quelque chose d'ultra personnalisé. Les gens sont vraiment, c'est du lâcher prise. Moi, je m'occupe vraiment de tout de A à Z. Je suis sur place pendant les séjours. Les gens n'ont qu'à faire une chose. Ils sont pris en charge. C'est formidable. Voilà, ça c'est quelque chose qu'on a du mal aujourd'hui à voir, parce que même quand on organise des séjours, il faut avoir la feuille, le plan. Là, non, il n'y a rien. On arrive, on pose ses clés de voiture, on arrive en train. Moi, je vais les chercher et ensuite, je m'occupe de tout. J'ai le transfert sur place et tout. Et donc là, cette année, j'ai 7 chefs qui m'accompagnent et je suis en train là de diversifier mon offre pour proposer des journées immersives pour essayer de satisfaire tous les budgets. Et voilà, j'essaie de si on est intéressé, il y a un site, on fait comment ceux qui nous écoutent ce matin? Eh ben, on est à mon site internet, donc c'est www.enjoytrip.fr. ENJOYTRIP, pas trip comme des tripes, hein. Trip, c'est le voyage. .com. .fr, pardon. Voilà. Et ensuite, il y a la page Instagram. Voilà. Merci beaucoup, Nadège. Je suis sûr que l'âme de votre maman est encore au-dessus de tous ces gens qui font ces voyages immersifs avec beaucoup de sens et beaucoup d'âme, et surtout votre bienveillance. On le sent, voilà. Et l'envie de partager. Voilà, les amis. Bonne journée à vous. Rendez-vous dimanche prochain. On se retrouve à 10h pour continuer la fête de nos papilles par tous les moyens. Vous pouvez aussi retrouver tous les numéros de Ferniaud fait le marché en podcast sur sudradio.fr ou sur l'appli Sud Radio. Maintenant, direction le journal de 11h et après, en toute vérité, avec Alexandre Devecchio. Bonne journée avec mes camarades de Sud Radio. Sud Radio, Ferniaud fait le marché. Avec Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants.